Bienvenue dans ce deuxième épisode dans lequel on part à la rencontre des entrepreneurs et des visages de la crypto-monnaie. Le premier épisode, c'était avec Ledger à Vierzon, dans l'usine de Ledger. Aujourd'hui, c'est pas devant une entreprise qu'on est, mais dans les locaux et dans le studio de Asher. Juste derrière nous, il y a Just Mining et Descoin, ces deux sociétés. On va partir à la rencontre justement des acteurs de cette société avec Owen Simonin et Thibaut Boutroux, son bras droit. En attendant, moi je vais me caler un petit peu ici, je vais lancer la caméra et on va pouvoir peut-être profiter de ce décor. Ça va? C'est bien? C'est confortable. Ouais, ça pose un souci peut-être? Non, pas pour cette fois. Alors ça commence ici, quand tu arrives et dès que tu rentres, la petite touche charme du bâtiment, c'est cette passerelle avec la vue sur l'open space où tu vois l'ensemble des équipes, la partie très crypto que tu vois sur la droite avec Descoin et Just Mining, et la partie IA reconnaissance vocale de Vivoca, qui est la société du frère d'Owen. Ça commence à se remplir, ça commence à être limité en termes de place, mais ça commence à prendre une forme qui est assez intéressante. Alors les deux sociétés sont assez complémentaires. Descoin va être un broker de crypto-monnaie qui te permet de faire de l'achat-vente de crypto-monnaie en toute simplicité. Just Mining va être un petit peu une extension à cette activité, où nous on va être à la base une société plutôt tech. On va se concentrer sur la sécurisation de la blockchain. Initialement le mining, aujourd'hui un peu plus sur les technologies proof of stake, donc tout ce qui va être masternode, stacking, et depuis peu un volet DeFi avec des solutions de lending où on va globalement se concentrer pour l'investisseur à lui proposer des solutions à rendement en fait sur les crypto-monnaies. Donc Rizar Améloirisson, responsable conformité de Just Mining et de Descoin. Voilà pour le poste. Donc on fait partie des quelques départements à cheval sur les deux entreprises. Qu'est-ce que tu fais tous les jours à Just Mining et à quoi ça correspond ton poste ici? Alors le poste que j'ai est un poste réglementaire, c'est-à-dire que la loi oblige l'entreprise à avoir un responsable de conformité. Mon poste consiste de manière générale à contrôler les risques. Alors il y a une équipe qui contrôle plus les risques IT, etc. etc. Moi c'est plutôt les risques, on va dire, réglementaires. Donc on sort un nouveau produit, je dois identifier si ce produit est faisable réglementairement, quel montage réglementaire doit-on faire pour faire en sorte que ce produit soit faisable, et après comment l'expliquer auprès du client de manière claire, correcte et non trompeur pour que ce soit commercialisable. Et par la suite, la communication commerciale qui va derrière, bref, c'est l'ensemble des éléments à risque, donc protection des clients, protection des investisseurs, création de nouveaux produits. Just Mining a la particularité d'en créer un particulièrement tous les mois ces derniers temps, et ce qui fait de nous un leader. Donc mon premier rôle, c'est permettre à Just Mining d'être toujours dans cette innovation-là, tout en se conformant à la réglementation, notamment française et plus tard européenne, quand la réglementation d'harmonisation sortira. Et effectivement, on entend beaucoup parler de MiCA et de tout ce qui tourne autour des crypto-monnaies. Est-ce que c'est facile de se mettre en compliance justement avec cette législation qui bouge beaucoup? Alors la législation bouge beaucoup et en même temps elle bouge lentement sur des éléments pratiques. C'est-à-dire qu'on est dans une innovation disruptive. Donc par définition, c'est difficile à appréhender. Il faut prendre le temps de comprendre les produits, comprendre les choses, comprendre la blockchain, comment ça marche. Et donc il y a cet aspect-là de double éducation que je suis en train de faire aussi. Donc j'éduque l'entreprise en inculquant une culture conformité, parce que j'ai une expérience sur le marché financier qui est un peu plus proche de ce que nous faisons, pour leur dire attention, il faut avoir de bonnes pratiques, commencer à adopter certains comportements, ce discours envers les clients, etc. etc. Ce discours avec le régulateur. Et dans un second temps, il y a l'éducation du régulateur également. Pas plus tard qu'hier, on a répondu à un questionnaire de l'AMF sur comment marche le stacking, qui est un des produits phares de Just Mining, comment ça marche, comment les rewards. Donc il y a aussi cet aspect-là où on doit vraiment être on va dire, pédagogue par rapport à la réglementation. Et pareil, du coup, MiCA qui est en travaux,
On a parfois des retours de parlementaires qui nous demandent oui, comment ça fonctionne un DAO, ça veut dire quoi un DEX, etc. Donc on leur explique les choses et on leur donne les enjeux qu'il y a derrière. Donc c'est plutôt avancer main à main avec le régulateur pour l'aider à comprendre l'écosystème que l'affronter. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a la particularité à Just Mining d'avoir des gens qui ont grandi avec la blockchain, donc qui connaissent. Et mon rôle, c'est de faire le pont entre les connaisseurs, les sachants, et les termes juridiques derrière qu'il faut adopter pour que ça soit compréhensible des gens qui font la loi ou qui vont nous contrôler plus tard. Julien, merci de prendre quelques minutes pour discuter avec nous. Au plaisir. De ton rôle. Alors, tu es à la frontière entre Desk et Just Mining. Est-ce que tu peux nous dire en quoi effectivement ton job se trouve à la frontière entre les deux sociétés? C'est Just Mining, de par l'expérience qu'on a eue, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit peu ce filon et ce besoin de la part des clients sur l'achat et de la vente. Et c'est de par le premier réseau de clients qu'on a réussi à constituer sur Just Mining qui nous a permis justement de faire connaître justement ce besoin. Parce qu'en fait, il y a un moment, on s'est rendu compte que les besoins de clients de Just Mining étaient de ressortir de l'euro ou d'acheter tout simplement du BTC ou de l'Ether. Chose qu'on ne faisait pas avec Just à l'époque. Et l'idée, c'était de se dire, ok, on a cette société à côté qui peut être créée, sur laquelle elle tournait déjà, sur lesquelles on va répondre à ce besoin-là. Et donc en fait, quand on avait des clients au téléphone, vous souhaitez faire une vente, passez par Descoin pour faire ça. C'est les mêmes personnes, les gens avaient déjà confiance en Just Mining. Donc la core team, si tu veux, de Descoin, c'était aussi une partie de la core team de Just Mining. Donc il y avait vraiment ce caractère de confiance pour les premiers clients qui étaient arrivés et qui nous a permis justement de se financer, de s'autofinancer avec les premiers clients de Just Mining sur Descoin, ce qui fait que en fait, par effet boule de neige, c'est ce qui a permis de lancer Descoin, ce qui fait qu'aujourd'hui on a pu se réguler en tant qu'acteur PSAN, parce que si on regarde la totalité des PSAN aujourd'hui, c'est des PSAN qui ont tous dû lever des fonds pour la compliance, et la chance qu'on a eue, c'est qu'on est parti vraiment en autofinancement dès le début, grâce aussi à la portée que Just Mining a eu initialement. Les enjeux comptables et fiscaux, parce que la comptabilité et la fiscalité, ça va toujours ensemble, sont encore à établir. Et ils sont encore à établir, non pas parce que nos deux sociétés seraient éventuellement en retard, mais parce que c'est la réglementation qui est en train de se faire. D'ailleurs, ça me permet, pour la première fois de ma longue vie de directeur financier, de travailler dans une comptabilité qui reste à inventer, dans une fiscalité qui reste à définir. La crypto, c'est de la finance décentralisée. Donc tous les cabinets, toutes les règles qui ont été établies s'appliquent à des établissements bancaires qui ne sont pas décentralisés, évidemment, qui créent des intérêts de la monnaie par des mécanismes monétaires qui sont bien connus. Maintenant, la crypto, ça passe par un volet technique extrêmement dense, qui demande une capacité informatique très pointue pour être comprise. C'est un univers que peu de gens connaissent, et encore moins les cabinets fiscaux ou les cabinets comptables. Donc ils ont plutôt tendance à dire à leurs collègues, allez-y, on vous suivra, mais allez-y vous d'abord. Donc voilà, c'est le côté, ça mélange deux choses qui sont sensibles pour des cabinets fiscaux et comptables, l'argent et une technique qui n'est pas compréhensible même par des gens très éduqués sortis d'écoles financières. Il faut avoir fait un niveau très très élevé de l'informatique. Donc là aussi c'est une difficulté, mais on va y arriver. Salut Owen. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Merci de nous rejoindre, de nous accueillir plutôt. Toi, généralement les gens viennent à Angers. Là, on est en déplacement à Metz, dans tes locaux, les locaux de Just Mining, les locaux de Descoin. Oui. Et tes locaux à toi aussi. C'est ça. En fait, on a différentes entreprises. À la base, on était un peu éparpillés. Il y avait Descoin et Just Mining
dans les hauts fourneaux, parce que c'était là-bas qu'on avait trouvé des bureaux les plus cheap possibles au départ, parce que quand on se lance dans l'aventure, on doit optimiser tous ses coûts. Et on avait également une entreprise à Metz Centre, et quand elles ont toutes commencé à vraiment, vraiment bien fonctionner, il y a à peu près 3 ans, on s'est recentré, puis on s'est dit, bon, on va acheter des murs, et on va tous se mettre, histoire d'avoir une dynamique un petit peu, et de créer la fourmilière que vous avez vue aujourd'hui. Et moi j'adore ça, parce que l'autre jour on était à Vierzon pour aller voir Ledger, ce qui est un peu en centre de la France, quoi, mais c'est vrai que c'est pas très connu à part pour Jacques Brel. Ici on est à Metz, c'est connu pour la crypto parce que vous avez vos bureaux ici. Pourquoi Metz à l'origine? Déjà, je suis content de savoir que Metz est connu pour la crypto. Maintenant, ouais. Alors, en fait, ça vient d'une très très longue histoire. Mon papa était dans le football quand on était jeune. Okay. Et comme on a vécu à Metz pour le suivre, on a rencontré un entrepreneur dont il est devenu très ami, qui s'appelle Michel Onfray, qui était à la tête de l'incubateur de la région à l'époque, qui s'appelait Synergie. Et c'est drôle parce que Thibaut, qui est aujourd'hui le directeur des opérations de Just Mining, était à l'époque le partenaire de Michel sur ces opérations-là. Et donc naturellement, on est venu à Metz pour entreprendre parce qu'il nous a dit, attendez, vous avez un produit à livrer, vous avez des grosses précommandes, assumez ça. Moi, je m'occupe des murs, des avocats, de la comptabilité, de la structuration du compte en banque. Et donc, on a pu se concentrer sur vraiment notre plus-value au début. Alors que normalement, quand on démarre dans l'entrepreneuriat, on est vite noyé. Et donc, on est venu à Metz, on a rencontré Thibaut au passage et l'aventure a accéléré à ce moment-là. Est-ce qu'on peut refaire un petit saut dans le temps, se rappeler de l'Owen que tu étais à l'époque où tu as lancé ta chaîne YouTube, où tu découvrais les cryptos. Donc quand j'étais jeune. Quand tu étais jeune, à cette époque-là. Et finalement, de cette suggestion de la communauté de créer Just Mining, qui est la première boîte que tu as lancée, qui aujourd'hui grandit de plus en plus, et ensuite qui a, comme tu disais avec Thibaut, lancé Descoin et le reste, quoi. Alors, c'est drôle, mais Descoin existait avant Just Mining. C'est la toute première initiative que je faisais sur mon ordinateur portable à échanger de la crypto-monnaie contre de l'euro. C'était la toute première initiative que j'avais eue, si tu veux. Mais c'était quelque chose d'annexe, de vraiment, non significatif, c'était tout petit, alors que Just Mining, ça a tout de suite pris beaucoup d'ampleur. À la base, c'est l'idée d'un abonné. Bref, je monte un mineur de crypto-monnaie, j'explique que c'est rentable, j'explique la galère que c'était, et il y a un abonné qui dit clairement, c'est dommage qu'il n'y ait pas une entreprise qui n'ait pas fait une machine, tu la branches à Internet, à l'électricité, tu appuies sur Start, et puis elle t'envoie, elle change ta crypto-monnaie en euros, elle te crédite ton compte à la fin du mois. Parce que c'est très intéressant, moi j'ai les moyens de le faire, mais globalement, pas l'envie et pas les compétences. Et là, le commentaire, c'était un business model, quoi. J'ai lu le commentaire, je me suis dit, ok, c'est parti. Et donc, j'ai fait ce qu'il faut absolument faire. J'ai totalement arrêté mes études, c'est parti en vrille, je plaisante évidemment. Hein. J'ai mis mes études de côté, ça devenait compliqué naturellement, parce que quand tu as quelque chose en tête, tu t'enfonces dedans. J'avais la forte intuition qu'il fallait se lancer là-dedans. Et donc, j'ai lancé des précommandes. Et en lançant des précommandes, on avait vendu 75 000 € de machines en 3 semaines d'intention d'achat. Et donc là, je me suis dit, ok, c'est plus une blague, c'est plus juste une idée, là, faut y aller. Et là, on était en quelle année du coup? Là, on était en 2017. Je dirais début 2017 ou alors fin 2016. Donc c'est-à-dire que le Bitcoin n'est pas encore parti à ces sommets qu'on connaît 2000. Non. Il avait même pas fait le premier. On n'était même pas encore sur le premier bull run. Ouais, c'est ça. Ouais, donc les 20 000, on était loin de tout ça encore à l'époque. Ah non. Là, on était. Je sais plus, je me souviens d'un Ether à 20-25 $. Moi, la première fois que je l'ai connu, il venait de se lancer. C'était très, très fragile. Il avait les quelques euros. Mais alors ouais, Just Mining a démarré le concept de Just Mining. On pourrait retrouver la date exacte, parce qu'il y a la vidéo sur YouTube, elle doit être en mode privé, mais je dois pouvoir avoir la date exacte. Avec plaisir. Mais ça doit être ça, ouais. Ça doit être dans ces eaux-là. Là, il n'y a pas toutes les applications qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y a pas la DeFi, qui aujourd'hui incarne beaucoup de choses dans la crypto. Il y a très peu de choses. Il y a Bitcoin, rien. Ethereum, il y a rien, les gars. Encore, je sais même pas quel était le top 10 de l'époque, faudrait qu'on regarde ça. Mais qu'est-ce qui te fait dire, bon là, je pense qu'il y a quelque chose à faire et je prends le risque d'y aller? C'était le marché des crypto-monnaies en général. Déjà, ça m'amusait beaucoup. C'était pas une punition pour moi, c'était pas du travail. J'allais sur les crypto-monnaies, je rentrais le soir et tout de suite je mettais sur l'ordi, c'est parti, ça a bougé. J'ai suivi toute la journée, j'ai acheté mon Litecoin, il a pris 2 € pièce, c'est la folie, il faut revendre. Attention, enfin, j'avais ce sentiment vraiment d'amateur qui découvre, qui goûte et qui adore tous les sentiments que ça peut procurer. Et puis je creuse de plus en plus, un mineur, comment ça fonctionne, du coup le proof of work, je commence à voir un petit peu comment ça tourne. Et tu te rends compte de tout ce qu'il y a derrière finalement, tous les fondamentaux, tout ce qui est beaucoup plus que le côté spéculation que j'étais venu chercher de prime abord. Et là je me dis ok, là il y a quelque chose et je ressens ce côté, ok je vois le côté révolution, mais à ce moment-là personne ne le voit encore. On est de fin 2016, début 2017, personne ne le voit, quelques personnes s'accordent à y croire. T'as quelques anciens qui disent ouais ça prend du temps, c'est là depuis longtemps, notamment le cercle du coin où je rencontre pas mal de personnes là-bas, et je croise quelques gars qui disent ouais ça fait une éternité qu'on est là, ça avance petit à petit, un jour ça changera le monde. Et moi je leur ai dit attendez, moi je viens d'annoncer à tout le monde que c'était dans 3 semaines, faut que ça s'accélère quoi. Et là, alignement des planètes, ça s'est accéléré violemment.
quelques mois après que j'arrive et dire attention, ça va s'accélérer. On a commencé à avoir du financement, donc besoin de structuration. Et là, en plus du monde de la crypto-monnaie et de ses possibilités infinies, je tombe dans l'entrepreneuriat et je commence à une entreprise, qu'est-ce que c'est, les papiers, la gestion, les responsabilités, les audits, l'URSSAF, bref, tout ça, et puis qu'on a dû apprendre à gérer au fil de l'eau, quoi. Et qui c'est qui t'avait soufflé l'idée de la crypto-monnaie à la base? J'étais en stage chez Divoca, qui c'est drôle, c'est une autre entreprise du bâtiment, c'est du coup la structure de mon frère. Pour te dire à quel point la boîte était jeune à l'époque, j'étais stagiaire et directeur marketing. Il y avait personne dans la boîte, ils étaient les quatre cofondateurs et 2 stagiaires dont moi. Et puis un pote à mon frère qui est un cofondateur de Vivoca, il me dit tiens regarde ça, toi qui es jeu vidéo, qui parle de points, qui vendait des pièces d'or sur World of Warcraft, regarde ça, enfin, le Bitcoin, ça m'étonne que tu sois jamais tombé dessus. Et là, je lis le truc, échange de pair à pair, sans organisme, sans banque, de façon sécurisée. Je lis le truc et je me dis, c'est une connerie. Ouais. C'est pas possible, ça peut pas fonctionner. Je rentre chez moi, Bitcoin Core sur 2 PC, je fais une transac d'un PC à l'autre. Et là, waouh, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Ça vient vraiment de là. Et on en avait déjà discuté, on a discuté de ça aussi avec les gars de Ledger. C'est très amusant de voir en fait que l'écosystème au global des cryptos monte. On est à peu près à 3000 milliards de dollars sur le marché des crypto-monnaies. Ouais. Et le marché est aussi jeune que les entreprises qui sont avec, parce que par définition, les deux montent à peu près en même temps. C'est ça. Comment on arrive à gérer une société, des sociétés aujourd'hui, avec des cours des crypto-monnaies qui fluctuent, avec des flux qui peuvent du coup bouger? Est-ce que c'est quelque chose qui t'impacte d'être dans un marché volatile comme ça, ou est-ce que maintenant vous avez passé le stade critique où ça pouvait être dangereux? Alors on a passé le stade critique. Déjà parce que je suis un peu heureux, c'est-à-dire que je conserve au moins en trésorerie de quoi payer tout le monde pendant 3 ans. Parce que 3 ans, c'est à peu près, vous savez, c'est quelle échelle de temps, hein. C'est une traversée du dessert dans les crypto-monnaies, c'est un bear market. Déjà, pourquoi? Parce qu'on a appris au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'on a gagné beaucoup d'argent en 2017 sur la première valorisation, nos clients aussi, et quand ça s'est cassé la figure, on ne risque pas l'argent des clients, évidemment elle peut se dévaluer, mais la société, si elle n'a pas les moyens de payer ses charges, tu peux faire faillite et devoir annoncer à tous tes clients que tu les rembourses parce que tu ne peux plus assurer ton activité. Et là, on a eu peur. Pourquoi? Parce que comme on a eu beaucoup de demandes, tu commences à embaucher, donc tu crées de la charge fixe et récurrente, tu commences à staffer, tu commences à prendre des bureaux, tu commences à dépenser beaucoup plus pour subvenir aux besoins et à la demande, et d'un coup il n'y a plus de demande. Et en France, un CDI c'est un mariage, tu peux pas faire demi-tour. Ouais. Il y a plein de trucs où normalement tu dois pouvoir, comme un organisme, comprendre quand tu vas devoir hiberner, faire attention à tes besoins, tu peux pas en France. En France, quand tu passes une échelle et que tu passes d'un step à l'autre, sauf si tu l'avais vraiment anticipé, vraiment prévu sur les contrats, tout ça, tu peux pas d'un coup diminuer ta voilure. Et on devait le faire. Donc là déjà on a eu beaucoup de mal. La chance qu'on a eue, c'est comme on a gagné un peu d'argent en perso aussi, on a pu apporter un compte courant, on a pu faire survivre la structure et tout simplement trouver une position où on perdait plus d'argent et où on était flat. Okay. En gros on a trouvé notre rythme de croisière pendant le bear market en fait. Une fois qu'on a trouvé ça, on s'est dit la prochaine, là on se rattrape pas 2 fois. Parce qu'une fois tu le vis, t'as peur, deuxième fois... Attention, tu gagnes 1 euro, tu ne le mets pas dans ta poche, tu tout de suite 1 euro, investissement, structure, trésorerie, enfin tu commences à épargner, tu commences à préparer ça. Et ensuite, c'est le modèle qui a évolué, le modèle de la structure. Sur la récurrence, à la base, Just Mining, on n'avait pas compris quelque chose, c'est qu'on mettait des frais à l'entrée. Surtout, tu voulais acheter quelque chose, tu avais une grosse commission à l'entrée, puis après on ne prenait pas grand chose. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Pourquoi? Déjà parce que les frais à l'entrée, ça empêche les gens de venir. Il ne faut pas mettre de frais à l'entrée. Et à la limite, sur une performance, ça ne gêne pas. Si je te dis tu as gagné 1000 euros de profit, on te prend 10% parce que tu les as gagnés grâce à nous, tu vas trouver ça legit. Si je te dis tu veux investir 1000 euros aujourd'hui, on fera peut-être x2, mais tu n'auras pas de commission après. Si je te dis tu perds 10% de ce que tu as mis jour 1, ça ne va pas. Et on a évolué notre modèle, et ensuite on a également diversifié les différentes solutions, et on ne s'est pas concentré que sur du mining, ça a évolué. Il y a eu les masternodes dans l'ordre, le stacking, le lending. On a toujours été en avance de phase sur ce marché parce que grâce à la communauté et grâce aux milliers d'oreilles et de petites mains qu'on avait un peu partout, on sentait venir les tendances avant qu'elles arrivent. Et donc naturellement, on essayait de proposer le produit très à jour, on va dire techniquement, avant que le marché en ait besoin. Dès qu'on commençait à voir les balbutiements, on s'y intéressait, on creusait, si on sentait que c'était la tendance, on le préparait pour nos clients. Par exemple, très récemment, les parachains de Polkadot, là. Les parachains de Polkadot, le lending, il n'y avait presque aucune société qui le proposait, etc. Et après, il y a également la façon de faire, dans le sens où on veut toujours être le côté just. C'est pas simplement proposer un produit. C'est proposer un produit avec non seulement une approche par les risques, ça sert à rien d'avoir la meilleure rentabilité si t'as pas la meilleure sécurité. Sachant que même avec la meilleure sécurité, on le sait dans le monde des crypto-monnaies, les sociétés sont fragiles et peuvent avoir des problèmes. Alors si tu n'axes pas directement ta réflexion et ton modèle sur ces potentiels problèmes qui peuvent arriver, et que si en gros tu ne construis pas ton offre en pensant au risque en premier lieu, tu
t'es trop exposé à ça. Et petit à petit, on a commencé à adresser un marché, les gens ont commencé à trouver des repères chez nous, notre communauté nous a aidés, parce qu'on aime bien dire qu'on n'a pas de clients, on n'a que des partenaires, et donc il y a quand même beaucoup de gens qui contribuent, qui nous remontent de l'information, et donc disons qu'on a une vraie sensibilité pour prendre le pouls en temps réel du marché et de ses besoins. Et donc quand on voit de la crainte arriver, on le sent venir avant et donc on commence à se protéger, on commence à anticiper. Et quand on sent qu'il y a vraiment de la prise, les crowd loans à l'origine, moi je connaissais Polkadot mais j'étais pas très à jour dessus. Et petit à petit au fil de discussion, tu as des gens en interne qui s'y intéressent, qui font ça, qui ont gagné sur celle de Kusama, du coup ça discute, comment on doit faire, on a vu Kraken les ont intégrés, comment ça fonctionne, tu poses un cahier des charges et après je dois avouer que Thomas Lemaire qui est le lead tech chez nous, a une vraie grosse capacité, parce qu'à l'époque il était tout seul, maintenant il a staffé un peu, il a une équipe autour de lui, mais il a une capacité de production qui est folle et qui nous a permis d'être très 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 agile sur ses produits. Et comment on drague alors le représentant de Western Union ou une des grossettes de Western? En réalité déjà c'était quelqu'un qui était chez nous, il était client chez nous, donc il a pu essayer notre produit. Et mine de rien, si tout le monde pouvait essayer nos produits, j'aimerais dire que ce serait une bonne base de discussion pour pouvoir draguer des gens et leur montrer qu'est-ce qu'on a. Et ensuite j'aimerais dire qu'on a quelque chose, qu'on essaye de, mais même pas. On essaye d'avoir nos valeurs, on essaye de faire ça bien. De faire ça avec just en fait. Ce côté just qu'on a voulu mettre, il y a des raccourcis qu'on se refuse à prendre parce qu'on veut faire ça avec nos valeurs. Ça veut pas dire qu'on y arrivera mieux. Mais je pense que pour moi c'est un moyen d'aller plus loin et c'est un moyen de faire en sorte que nos clients ne sont pas des clients, ce sont des partenaires. Et c'est ce qui fait que quand on recrute, naturellement nos partenaires s'ouvrent à nous. Et ce n'est pas une nouvelle recrue, on va changer la forme du partenariat si tu veux, mais tu n'as plus à pitcher tes produits, la personne connaît l'écosystème, et même s'il y a des gens qui viennent de nos offres d'emploi et de la façon dont elles ont été divulguées sur internet, il y a quand même beaucoup de nos profils qui viennent en mode attendez, je sais ce que vous faites, c'est génial, je veux monter sur ce navire quoi en fait. Et c'est ça qui est génial parce que ça nous a permis de garder l'agilité d'une start-up alors qu'on a maintenant la structuration d'une institution financière. Et les deux nous permettent à la fois de capter et de driver les flux de la crypto-monnaie sans être obligé d'avoir 6 mois sur une réflexion, de sortir un produit, tout en gardant le côté très sérieux de la compliance et la sécurité informatique qui sont deux pôles par lesquels on est obligé de tout passer. Allez annoncer à Thibaut qu'au début, à chaque communication, il allait devoir passer par la compliance pour avoir un tampon. Je peux vous dire que c'était pas évident. Et pourtant, maintenant que c'est bien rodé et qu'on a compris que c'est pareil, l'IT et la compliance, on voyait ça comme des postes de dépenses. La sécurité, c'est bien, mais t'as pas envie de mettre de l'argent même si ça t'évite de te faire taper, il n'y a que quand t'as le problème que tu le regrettes. Pareil pour la compliance, t'as l'impression de payer des gens juste pour avoir le droit de faire ton métier. En réalité, on a une bonne compliance aujourd'hui. C'est des gens qui sont en avance de phase. C'est des gens qui vont regarder, qui vont créer le droit, qui vont entre guillemets, qui vont défricher pour faire de l'interprétation du droit et qui vont nous dire non, techniquement ça on peut. Ça on a l'impression qu'on peut pas, mais si on écoute la loi on peut. Et en réalité, ils t'ouvrent des portes que tu voyais fermées. Et pareil pour l'IT. Au début, quand vous êtes arrivé, je vous ai présenté, je vous ai dit on pensait que l'IT c'était juste gérer nos serveurs, notre infrastructure. En réalité, c'est notre production, c'est notre sécurité. C'est-à-dire qu'on a des petits jeux en interne où notre chef Arnaud de la sécurité, je l'appelle chef de la sécurité, à chaque fois il essaye de nous grab, c'est lui qui nous éduque contre le phishing, donc il essaye nous-mêmes de nous faire du phishing en interne, et quand il y en a un qui se fait ficher, il va, puis il explique à tout le monde comment ça s'est passé, c'est lui pareil sur la mise en place de toutes les procédures, et donc tu te rends compte que leur job, c'est que ton rythme à toi reste le même, de te laisser ton agilité, alors qu'en réalité, ça charbonne derrière, ça t'ouvre des portes et ça te donne de la visibilité que tu n'avais pas, et ça t'offre une production et une capacité de livrer tes clients que tu n'aurais jamais eu seul. Mais ça, il a fallu qu'on le vive et qu'on l'apprenne avant d'en arriver là, quoi. Et c'est pour ça que maintenant, on commence à se dire, non seulement on commence à mettre les moyens, donc on s'éloigne de la start-up et on se rajoute à l'institution qui commence à chercher des gros profils, et en plus de ça, tu fais une communication générale sur tes valeurs, sur là où tu veux aller, et globalement, il faut rencontrer des gens avec qui ça match. Il y a aussi un feeling, je pense. En tout cas, ici, ça s'est souvent fait comme ça. Pour conclure les choses, est-ce qu'on peut avoir une petite... je sais que tu l'as fait sur YouTube, d'ailleurs, tu as fait une mise à jour de tes plus grosses erreurs de trading. Est-ce qu'on peut avoir ta plus grande fierté, ta plus grande réussite et ta plus grande erreur ou ta plus grande déception à la croisée des chemins entre l'entrepreneuriat et la crypto-monnaie? Ma plus grande fierté, c'est le fait que non seulement j'ai grandi, mais qu'on a tous grandi, en tout cas les juniors. On en a certains qui ont pété leur plafond de verre, qui accélèrent très très fort et qui se marient très très bien aujourd'hui avec des seniors. Et la grande fierté qu'on peut avoir, c'est qu'il y a des gens qui viennent à nous par les images et par ce qu'on dégage. Et ça, c'est une vraie fierté parce que c'est ce qu'on voulait essayer de créer. C'est ma plus grande fierté, je pense, ici. Et c'était déjà le cas entre nous quand ça a commencé à marcher. Puis quand on a été un peu plus à l'aise financièrement, parce qu'on a quand même eu des moments où c'était très dur, maintenant c'est loin de tout ça et on s'est protégé parce qu'on a eu la chance de faire notre erreur en 2017 et de l'apprendre. Et maintenant, ça va vraiment être de voir des seniors, des professionnels du monde de la finance, des gens qui ont fait toute une vie dans des grandes entreprises, qui viennent nous voir en mode attendez, vous êtes en train de faire un truc incroyable, je veux en être. Ça, c'est une vraie fierté. Parce que c'est pas juste quelqu'un qui dit bravo pour ce que vous avez fait, c'est quelqu'un qui en a vu toute sa vie, des biens, des pas bons, des vertes et des pas mûrs, et qui dit waouh, il y a un truc à faire, je veux en être, et quitte à être dans la merde avec vous.
je préfère être dans la merde avec vous qu'être sur mon petit piédestal dans ma tour de verre ailleurs. Et ça, c'est incroyable à recevoir comme énergie. Et ça nous donne encore plus envie d'apprendre et du coup, encore plus d'outils pour le faire. Sur les regrets, j'en ai pas vraiment. Pour être franc, on s'en sort bien, que ce soit dans ma vie perso, que ce soit dans l'entreprise, notre façon de nous développer. On aurait pu aller plus vite, mais avec des si on refait le monde. J'aurais pu ne pas vendre mes bitcoins en 2017, mais avec des si, j'aurais également peut-être fait ça différemment. Non, je suis très content de la façon dont ça se fait. Un jour, on aura un problème parce que ça arrive à tout le monde, c'est comme ça. En espérant juste que notre approche par les risques nous permet de faire en sorte que ce ne soit pas létal et de toujours bien protéger nos arrières. On essaye de penser à tout et d'anticiper ces problèmes pour qu'ils n'arrivent jamais. Mais en attendant, je pense vraiment pouvoir dire qu'on n'a pas eu d'horreur. On s'en est pas prise encore et je suis bien content que ce soit le cas. Et le jour où ça nous arrivera, on aura tout fait pour. On aura tout fait pour le canaliser plutôt.